Et bonsoir le live, comment allez-vous tous? Coucou Sorius, coucou Keifer derrière Dice Story, coucou Olshad. Vous vous préparez à jouer de votre côté, je le sais, je vous vois. Comment allez-vous? Coucou Akibi, coucou Kotan. Bienvenue à vous ce soir sur la chaîne Fire. Ce soir, c'est un nouvel épisode de Dis c'est quoi ton jeu et j'accueille Thomas Munier, l'auteur de Marche-Branche. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Salut, écoute, ça va bien, j'espère que vous allez bien dans le chat aussi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour ceux qui te connaissent pas encore? Okay. Qui es-tu, d'où viens-tu, comment es-tu arrivé dans le jeu de rôle? Je viens des Vosges, mais j'habite en Bretagne depuis 20 ans, donc voilà, je suis maintenant un sans mêlé. Et je suis auteur de jeux de rôle et de GN. Je fais aussi pas mal d'articles et de vidéos et de contenu, des podcasts, de contenu en général sur le jeu de rôle et sur le GN, de contenu un peu réflexif. Voilà, ça c'est pour mon pédigré. Donc j'ai écrit un certain nombre de jeux et donc voilà, Marche-Branche c'est le tout dernier bébé qui vient de sortir. C'est vrai. Il y en a eu combien avant Marche-Branche? Alors il y a surtout un gros univers de jeux qui s'appelle Milvaux. Il y a un petit ADN commun avec Marche-Branche et Milvaux il y a plein de jeux, des petits comme des grands. Hein. Il y a une vingtaine de jeux de rôle dans l'univers de Milvaux. Et puis j'ai écrit d'autres jeux de rôle avec leur propre univers à côté. Dragonfly Motel qui se passe dans des rêves. Échapper des faubourgs qui se passe dans un cauchemar. Il y a Psychomeurtre où on joue des profilers. Voilà, il y a quelques petits jeux comme ça en plus. Qui sont dans des univers plutôt contemporains ou oniriques. D'accord, ils ont tous l'air très oniriques, hein. Non. Si, je répondais pas parce que c'était d'accord. D'accord. Qui ne dit rien consent. Ouais. Voilà, vous le savez. On va passer du coup sur le jeu Marche-Branche. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le monde de ce jeu et ce qui le rend unique? Donc, Marche-Branche, c'est le jeu de rôle des aventures initiatiques dans un monde de forêt en clair-obscur. Donc, c'est donc dans un monde de fantasy. C'est après les ruines. Après la chute d'un empire dont il ne reste plus que des ruines, et la forêt a tout envahi, et donc les gens reconstruisent un peu une vie comme ça de briques et de broc dans des vieux châteaux abandonnés au milieu de la forêt et tout. Ils refont des petits villages. Et ce qui le rend unique, c'est un mélange de plein de choses. Bon, déjà l'aspect forêt est extrêmement creusé vu que c'est mon thème de prédilection, quoi. Donc ça va vraiment façonner totalement le monde qu'on va trouver. Ça veut aussi dire que c'est un monde vraiment très très sauvage. En fait, les communautés sont assez réduites. On va être tout le temps, la plupart du temps, on va être into the wild, quoi, en gros. Et puis il y a ce côté onirique, très un peu rêve de dragon et tout. Enfin, après c'est onirique second degré. Ça se passe pas dans un rêve comme rêve de dragon, mais il y a une ambiance quand même avec beaucoup de merveilleux, de poésie, de magie, de féerie, voilà, qui va donner ce côté onirique, poétique. Et donc il faut imaginer c'est une sorte d'univers à la Donjons et Dragons, mais avec vraiment ce plaquage comme ça, très fantaisiste, très merveilleux, un petit peu naïf, un petit peu littérature jeunesse aussi, quoi. D'accord. C'est quoi le thème principal du jeu et pourquoi tu l'as choisi? Alors, le thème principal, je dirais que c'est la quête initiatique, la quête de soi. Donc ces personnages, les Marche-Branche, en fait, ce sont des amnésiques. Alors, faut savoir que beaucoup de gens sont amnésiques dans l'univers de Marche-Branche. Et pourquoi? Il y a une sorte d'oubli qui a contaminé plein de gens. Pourquoi? Comment est arrivé cet oubli? L'univers. C'est trouvé.
Voilà, grosso modo, il y a eu, voilà, il y a eu plusieurs effondrements qui ont précédé l'univers de Marche-Branche. Il y a eu l'effondrement de l'Empire. Il y a eu aussi l'effondrement, voilà, de la mémoire collective, quoi. Donc, les gens ont un peu fait un peu de table rase, quoi. Et les Marche-Branche sont vraiment parmi les plus genre ils se rappellent, ils ont grosso modo, ils se rappellent juste de ce qu'il y avait les 2-3 semaines d'avant, puis c'est tout, quoi. Et donc, ils sont à la recherche de leur mémoire. Et en fait, les gens vont leur donner des quêtes à accomplir, et en échange, ils vont leur redonner des souvenirs, quoi. Et donc, du coup, il y a une quête, voilà, une quête initiatique, une quête de soi. Ouais. Et en même temps, ça passe à travers des quêtes que les gens vont te donner, quoi. Donc, tu vas aussi faire des quêtes pour les autres, quoi. Donc, tu as, t'as à la fois l'aspect un peu donjonesque, tu vois, de la quête, la mission, ouais. Et puis t'as un aspect beaucoup plus introspectif et tout. Mais cet aspect-là, tout cet aspect introspectif, émotion, ils vont essayer de comprendre qui ils sont au fur et à mesure qu'ils vont débloquer des souvenirs, mais ils sont aussi beaucoup dans essayer de comprendre les figurances, et on joue des personnages assez empathes, ils ont plusieurs, t'as pas mal de compétences en fait qui sont vraiment sur essayer de lire les autres, de les comprendre et tout. Et alors, ça viendra plus tard, la question sur comment on récupère sa mémoire. Est-ce que c'est notre propre mémoire et tout. J'ai trop de questions, en vrai. Bref. Quelles œuvres, livres, films, séries ont inspiré la création de Marche-Branche? J'ai eu des supports pour ça? Alors, parmi les références qui... Parmi les références qui vont parler de gens, c'est certains dessins animés de Miyazaki, donc les dessins animés du père, Château dans le ciel, Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro, Nausicaa, de la Vallée du Vent. Donc pour leur esthétique, beaucoup, quoi. Et puis également le dessin animé de Goro Miyazaki. Les chroniques de Terre-Mer, quoi, qui est inspiré d'un roman de fantasy d'Ursula Le Guin. Voilà, ça c'est les grosses inspirations visuelles, mais l'inspiration source, elle est un peu moins connue. Il s'agit de la bande dessinée La Malédiction des 7 bouleverses de Laurent Parcelier. C'est une BD des années 80-90. C'est une BD de fantasy avec un dessin très ligne claire, et tu as en fait les ingrédients principaux de Marche-Branche sont déjà là, c'est-à-dire que c'est le monde, c'est une forêt immense, et au début la quête du personnage notamment, il a entendu parler que au-delà de la forêt il y aurait autre chose, une immense étendue d'eau salée, la mer et tout. C'est un truc totalement mystique, tout le monde pense que c'est une légende, que ça n'existe pas, quoi. De l'eau salée, mon Dieu. Comme ça. Quelle idée. Ouais, c'est ça. Et puis donc il y a un bûcheron qui s'ennuie, et du coup il va l'accompagner et tout. Il y a vraiment plein de trucs dans cette BD qui alors déjà il y a une inspiration visuelle très très forte, parce que pareil, il y a plein de ruines, on sait pas trop ce qu'elles font là et tout. Des trucs qui sont pas trop à taille humaine, des trucs gigantesques, alors que tout le monde est revenu sur quelque chose de modeste et tout. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait. Non, pas trop, non, c'est pas trop évoqué, c'est vraiment laissé dans le voile. Le personnage principal, il se bat jamais, tu vois, donc ça c'est très présent dans Marche-Branche. Tu peux te combattre, mais c'est très rare en fait dans le jeu. Dans le jeu, qu'on se combatte, même si on peut éventuellement se faire attaquer, mais les personnages vont généralement gérer autrement que par la violence, en fait, les situations, bien quoi. Ça. Voilà, et même le costaud de service qui est inspiré du personnage de Bûcheron, en fait, la classe de perso, c'est pas guerrier, c'est artisan, en fait. Il est avant tout défini par le fait que c'est un bûcheron, par exemple, non pas par le fait que c'est un combattant. Sur le côté, oui, il sait se battre, mais c'est pas, voilà. Déjà, il y a une seule classe sur les 4 qui a la compétence combat, les autres, ils l'ont même pas, quoi. Donc, ils doivent donner des coups de bâton s'il faut, mais la plupart du temps, là, il y a très peu de combats. Et puis, quand il y a des combats, ça va être géré, au niveau des règles, c'est très facile à gérer, donc ça va prendre très peu de temps, quoi. Donc ça va être très peu. Et donc il y a vraiment ça dans la BD. Les personnages sont assez enfantins, c'est souvent un peu des enfants dans des corps d'adultes.
Et puis il y a des trucs que tu vas retrouver dans l'OSR, dans le Old School Renaissance, le jeu de rôle Old School Renaissance. Par exemple, ton copain magicien, il a une robe avec des étoiles, un chapeau pointu avec des étoiles, donc des trucs comme ça, des esthétiques super rétro. Je pense que déjà à l'époque où la BD sort, c'était déjà ringard, tu vois, mais une sorte de ringardise totalement assumée. Et puis la BD est magnifique, moi je vous recommande absolument. Tu peux elle est vraiment son très nom très belle. Et c'est La malédiction des 7 boules vertes de Laurent Parcelier. Et je peux aller sur la BDTech. Je vous envoie ça sur le chat, les enfants. Je le remettrai dans la description YouTube. Attention. On va passer sur l'histoire du jeu. Comment t'es venue l'idée de ce monde envahi par la forêt mystérieuse? Déjà, il y a cette influence malédiction de cette boule verte qui était très présente, parce que tu vois, les ingrédients de base sont déjà présents. Et après, j'ai mixé en fait avec pour donner un peu de corps et puis aussi trouver ma personnalité dans la proposition. J'ai mixé avec un univers que je développe depuis 20 ans là, qui s'appelle Milvaux, qui est un univers post-apocalyptique forestier. Et donc, j'ai repris les caractéristiques de cet univers qui était l'oubli notamment, qui était l'emprise et l'égrégore, sont une espèce de forme de magie sauvage qui vont façonner le monde, et également les Horlas. Les Horlas, ça s'inspire du Horla de Maupassant, et donc les Horlas, c'est des créatures qui sont ni humaines ni animales, mais qui sont quand même sentientes et qui sont hyper mystérieuses. On ne sait pas comment elles fonctionnent, ce qu'elles veulent et tout. Et donc grosso modo, voilà, Milvaux, c'est du post-apo, tu vois, comme des Genesis ou Vermine et tout. Et en fait, j'ai juste pris les caractéristiques et je les ai transposées, voilà, à travers ce filtre fantasy poétique qu'il y a dans la malédiction de cette boule verte. Et donc, c'est ce mélange-là, en fait, qui a donné l'univers de Marche Branche, quoi. D'accord. Et il t'a fallu combien de temps pour développer Marche Branche? Eh bien, on peut en trouver trace parce que les premiers comptes rendus de partie, c'est dès novembre 2015, donc ça fait 8 ans et demi. Ah oui. C'est un beau bébé. Bon, après, je suis très multi-projet, c'est-à-dire que je développe plein de trucs en même temps. Mais bon, on a quand même passé du temps. Surtout, dans mon processus, moi, je playteste beaucoup. Donc là, on peut trouver 37 comptes rendus de parties de Marche Branche, mais au total, j'ai dû faire 60 parties, quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Donc bon, ça évidemment, ça prend du temps de tester jusqu'à obtenir quelque chose qui plaît, quoi. Et puis également au niveau de l'écriture, on a eu un gros travail d'écriture avec Eugénie, l'éditrice, quoi. Puisque on a fait beaucoup de passes d'écriture où j'ai soumis un premier jet. Elle a fait plein de commentaires pour simplifier les choses, pour que ça soit plus compréhensible, pour au contraire développer ce qui manquait et tout. Et donc la phase à partir du premier jet, il y a eu presque 6 mois, 1 an de passes d'écriture, quoi. Justement, tu parlais d'Eugénie et du coup Marche Branche, c'est ton premier jeu édité par un éditeur. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Bon, déjà, savoir que Eugénie est une amie, c'est une personne avec qui j'échange maintenant depuis presque 10 ans, quoi. Et donc, voilà, on parle un peu le même langage, clairement, quoi. On a un peu grandi ensemble. Voilà. Et donc, c'est aussi l'avantage de travailler avec une éditrice qui a testé le jeu, qui aime le jeu. Enfin, bon, j'espère que tous les éditeurs font ça. Ceci dit, quoi. Ce qui fait qu'elle peut vraiment apporter un regard critique, à la fois critique et enthousiaste, qui a permis d'améliorer le jeu, quoi. Ok. Et pourquoi Marche Branche plutôt qu'un autre jeu chez un éditeur? Ça s'est juste fait comme ça?
Eh bien, ça s'est fait que si tu veux, donc moi je suis auteur indépendant, enfin ça fait depuis 2008 que je sors des trucs en indépendant, quoi. Et puis voilà, au bout d'un moment j'ai voulu quand même que mes jeux aient plus d'écho, quoi. C'est quand même pas extrêmement facile de se diffuser largement en fait quand t'es auteur indé. En tout cas moi j'y arrive pas. Et donc du coup j'ai contacté diverses maisons d'édition, puis bon, ça s'est trouvé qu'on s'est mis d'accord avec Eugénie, et puis on a discuté ensemble de quel projet était le plus intéressant, et son coup de cœur, c'était principalement sur Marche Blanche, donc on a fait sur son coup de cœur, quoi. Ok, expérience à renouveler alors? Ah oui, totalement. Bon, Utopia, je crois qu'ils alternent les auteurs, on n'a pas trop discuté, mais je pense que ça sera peut-être plutôt sur d'autres maisons d'édition, parce que vraiment d'Utopia, ils vont sortir un LDR tous les 1 ou 2 ans, et du coup ils essayent un petit peu de proposer des nouvelles têtes à chaque fois, quoi. Mais bon voilà, s'il y a des éditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent, envoyez-moi des mails, il y a pas de souci, j'ai plein de projets dans les cartons, donc... Oui, t'as déjà beaucoup parlé d'Eugénie. Est-ce qu'il y a eu d'autres gens qui ont travaillé avec toi sur le jeu? Qui? Ouais, tout à fait. Bon, déjà, faut savoir que bon, il y en a beaucoup trop pour que je puisse les citer, mais bon, il y a bien sûr tous les playtesters, donc les personnes qui ont joué, les personnes qui ont aussi pris des brouillons du jeu et qui ont maîtrisé de leur côté, qui m'ont fait des retours. Il y a eu pas mal aussi d'illustrateurs qui ont fait des fanarts assez tôt dans le jeu, ce qui fait que avant même que le projet d'édition soit lancé, il y avait déjà un beau mood board, en fait, une belle galerie d'images. Et donc pour l'illustration du livre final, on a travaillé avec Evelyne Moreau. Il s'avère qu'Evelyne Moreau, c'était de toute façon une inspiration graphique pour Marche Blanche, quoi. Donc c'était vraiment génial de pouvoir bosser avec elle, quoi. Comme ça on a bouclé la boucle. Et c'est toi qui l'as choisi ou c'est l'éditeur? Donc Evelyne Moreau a fait toutes les illustrations pour Marche Blanche. C'est moi qui ai proposé, en fait. Voilà, on a discuté et donc j'ai proposé, puis Eugénie a eu aussi un coup de cœur, quoi, pour le graphisme d'Evelyne, quoi. Et donc c'est parti comme ça, quoi. C'est beau. C'est tout plein d'amour. Et donc on a aussi Laura Chin qui a fait la maquette. Donc du coup, elle a fait beaucoup de travail, notamment pour récupérer des petits bouts des illustrations d'Evelyne et puis faire un peu des plus avec dans le livre, faire des rappels. En fait, pour qu'il y ait une vraie cohérence graphique. Une vraie identité visuelle, et quoi. Puis, ce qui était intéressant, ce que Laure a réussi à faire aussi, c'est que moi, dans mon premier dé, dans ma maquette, j'ai énormément travaillé sur les pictogrammes, en fait. Il y a beaucoup de pictogrammes parce que je pense que c'est bien pour se trouver visuellement. C'est quelque chose que je voulais qu'il soit présent. Et donc, Laure a repris les pictogrammes et les a mis en valeur. Elle a fait, il y a tout un jeu, en fait. C'est Laure au début, la maquette devait être en noir et blanc. Laure a insisté pour qu'on fasse une maquette en noir, blanc, rouge, qui lui permettait de mettre en valeur comme ça des éléments à sa manière et tout. Donc, c'est une maquette qui est assez sobre, il n'y a pas de fond parcheminé. Oui, mais elle est efficace, je l'ai vue. Voilà. C'était chouette. Ça, ouais. Ok. Bah, dis donc, c'est vrai qu'aussi ça va accrocher l'œil, on a plus facile à retrouver les informations. Donc on a voulu concilier comme ça quelque chose qui soit à la fois graphique mais aussi très pratique. Pas cognitivement facile à prendre en main, pratique, ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, j'avais demandé c'était quoi les principales inspirations artistiques du... Parce que j'aime bien citer tout le monde. Il y a Pascal Doré à la relecture, qui a fait toute la relecture, quoi. Faut mentionner aussi. Pardon. Ok. Bah, bravo à tous, déjà. Voilà. Et on a déjà pas mal abordé justement les inspirations artistiques avec les fanarts, etc. Est-ce qu'il y a eu d'autres inspirations? Ou c'est vraiment par rapport au ressenti des playtesters et tout s'est construit autour? Au niveau des inspirations, c'est comment
c'est énormément inspiré en fait d'une scène ludique qui s'appelle la scène Old School Renaissance. Donc en D'accord. fait, le Old School Renaissance, ce sont des jeux de rôle qui sont inspirés de la première édition de Donjons et Dragons, donc 1974, et de la façon dont les gens y jouaient à partir de témoignages. Et donc ça, c'est une scène ludique qui est très fertile. Et j'ai adoré en fait, j'ai adoré explorer cette scène-là et en faire une relecture, parce que ça reste une relecture très personnelle. Qu'en fait l'idée c'était de reprendre les tropes un petit peu ludonarratifs et bien de cette façon de jouer fantasmique qui existait dans les années 70 quoi. Mhm. Et puis de le mouliner déjà en simplifiant vraiment à l'os les mécaniques. Moi, je voulais vraiment quelque chose de très rapide, c'est-à-dire que les personnages, quand ils arrivent au début d'une partie, on leur donne 3 quêtes à faire, quoi. Et puis, en fait, les 3 quêtes, ça se trouve en 2 heures, ils vont les plier, quoi. C'est possible de plier 3 quêtes en 2 heures. Donc, on est vraiment, il y a un côté, il y a presque un côté speedrun, en fait. Ouais. C'est plutôt des parties rapides avec beaucoup d'ellipses, quasiment pas de VD et tout. Et de la place mais pour c'était très RP quand important même. pour moi qu'on retrouve beaucoup. Pardon, je t'ai coupé. Oui, tu vas garder tu vas garder de la place pour le RP, mais tout le reste, bon, déjà voilà, cet aspect jouer très vite, c'est pas obligatoire, mais surtout de toute façon, c'est plutôt tout ce qui n'est pas du RP en fait qui va être rapidifié quoi. C'est-à-dire que un combat, on va jeter un dé pour tout le groupe quoi, et le combat il est réglé quoi. C'est cool. J'ai des traumatismes de 3 heures de combat, genre. Super. Et en règle générale, le jeu n'est pas ne résiste pas beaucoup aux personnages quoi. Tu as sur la feuille des personnages, tu as plein d'options. En fait, les personnages savent faire beaucoup de choses et donc ils peuvent débloquer les situations de plein de façons différentes et tout. Donc, on avance beaucoup comme ça dans les situations. Donc le côté, alors là, si tu mènes une enquête par exemple, vraiment tu vas très facilement débloquer les indices puisque les personnages ont tellement des capacités empathiques, perceptives, tout ça, que c'est quand même assez facile et rapide de collecter par exemple des infos, les parties enquête aussi c'est très rapide. Et donc du coup, voilà, finalement le temps qui te reste c'est surtout pour faire du roleplay quoi. Ouais, donc cet aspect-là, c'est pas l'aspect qui est sacrifié, l'aspect dialogue, RP et tout. Super. Et est-ce que tu as des anecdotes intéressantes sur le processus de création à nous partager? Il t'est passé des trucs totalement improbables ou juste rigolo. Ça marchait. Ouais, attends. Ça fait partie des questions, je sais pas trop quoi répondre. Il y a eu beaucoup de tests. Le système a pas mal évolué. Il y a eu des cafouillages au début. Alors ça ne marche absolument pas, il faut le changer. Pas du tout. Il y a eu des cafouillages. Déjà au début, on lançait plus de dés et tout. Alors que en fait le gameplay c'est issu d'une simplification d'un de mes anciens jeux qui s'appelait Inforenza où en fait on jetait des brouettes de dés et tout et puis il y avait trouvé moyen de rassembler la boîte de dés en un seul dé et ça fonctionnait aussi bien en fait. Et donc voilà, donc au début le jeu était un petit peu plus complexe. Il y a eu des choses comme ça. Le jeu était aussi simple. Parmi les anecdotes, ce qui est rigolo quand tu testes, en fait, c'est qu'il y a un moment, tu vas avoir juste la petite idée, mais qui va totalement ouvrir, faire sauter plein de verrous. C'est que par exemple, au début du jeu, tu choisissais donc une qualité et une vocation. En fait, les qualités, prenais une qualité, tu prenais la vocation qui allait ensemble. Donc en fait, si tu prenais le cœur comme qualité, eh bien, tu étais forcément un voyageur ou une voyageuse.
Si tu prenais l'esprit, c'était forcément un saltimbanque, tout ça, machin. Donc du coup, c'était des personnages voilà, qui étaient vraiment des archétypes, quoi. Et puis, tout comme si tu veux, à Donjons et Dragons, le guerrier, il a forcément un gros score en force, quoi. Donc c'était un peu la même idée, quoi. Et puis, pareil, il y avait des domaines de prédilection pour les vocations. Donc le voyageur, il pouvait se spécialiser dans ce domaine. Et c'est pareil, si tu voulais un domaine de prédilection de voyage, il fallait forcément être voyageur. Et puis pareil pour les évolutions. Enfin, tout était. Du coup, il y avait un arbre de compétences en gros qui était vraiment très simple, quoi. Et puis à un moment, on s'est dit, bah non, on va tout. Il y a eu l'idée, hein. Non, on va tout décloisonner, quoi. Et du coup, tu peux jouer à un magicien, mais qui est costaud et tout. Et en fait, c'est une petite idée comme ça, mais qui, on reste sur une base de création de personnages vraiment en turbo simple. Mais il y a finalement, on multiplie les combinaisons et du coup, ça fait des personnages beaucoup plus variés, quoi. Ou des petites, parmi les petites idées, de rajouter, dire qu'on puisse jouer un personnage, par exemple, avec un handicap. Eh ben, ça a rajouté énormément de variété aussi. Donc, avec tu rajoutes une question sur la feuille de personnage, et d'un coup, ça ouvre des possibles, quoi. C'est super. Et du coup, comment on joue à marche-branche? Tu peux nous expliquer un peu le déroulement basique d'une partie? Alors, je vais un tout petit peu me paraphraser, mais grosso modo, généralement, les marche-branches, ils arrivent sur un nouveau lieu. Donc, il y a généralement une mise en place qui va durer à peu près une demi-heure, où ils découvrent le lieu, on leur offre le lit et le couvert, parce que c'est comme ça, c'est gratuit pour eux, c'est génial. Wow. Après, des fois, le repas est raté, hein. Mais bon, en tout cas, il est gratuit. Et puis, il y a 3 personnes qui vont se présenter à eux et qui vont leur proposer des quêtes. Et les marche-branches peuvent accepter ou refuser, mais bon, s'ils refusent, ça met le donneur de quête dans l'embarras parce qu'il y a une malédiction qui fait que du coup, la quête, elle est ratée pour l'éternité si les marche-branches ne veulent pas s'en occuper. Mais quel enfer, et ils doivent faire les 3 quêtes un petit peu en pas. C'est ça, ouais. Ils doivent se débrouiller pour gérer un peu les 3 quêtes de front, sachant que généralement il faut aller à différents endroits de la map et tout, donc tu peux pas faire les 3 quêtes en même temps, c'est rarement possible. Et en fait, quand tu finis une quête, il y en a une autre où la situation va s'empirer en fait. Donc t'as un petit effet comme ça de roue du temps, quoi. Donc il faut un petit peu, donc il y a beaucoup de priorisation. On doit essayer de voir quel est le donneur de quête qui a la demande la plus légitime, dont on devrait s'occuper en premier et tout. Donc il y a beaucoup ça participe justement un petit peu des questions un peu existentielles que vont se poser les marche-branches, de qui veut l'aider, pourquoi, comment ils vont le faire. Que du coup généralement on te demande de faire une chose, mais tu peux essayer de détourner en disant ah oui mais en fait ce que tu veux, c'est des fois je vais prendre un truc extrême, mais un donneur de quête peut très bien leur dire vous devez aller tuer cette personne parce que elle est méchante et tout. Mais je vais tuer personne, moi. Peut-être qu'en fait vous voulez pas vraiment qu'elle meure et que c'est autre chose que vous voulez. Du coup tu vas essayer de creuser avec le donneur de quête. Donc il y a beaucoup aussi souvent les marche-branches ils résolvent pas la quête comme c'était prévu que ce soit résolu par le donneur de quête, ils vont un petit peu twister le truc. Non, et grosso modo sur chaque quête il y a 1 à 4 péripéties, donc tu as un émulateur de MJ à la fin, donc c'est la génération de l'univers, des situations, tout est oui c'est protocolaire qu'on dit, procédural, la génération est procédurale, quoi. Wow. Donc t'as plein de tables aléatoires et notamment t'as beaucoup de tables aléatoires pour les péripéties, donc les petites rencontres que tu vas faire sur le chemin, les monstres errants, tu as des cas de conscience, donc c'est des situations en fait qui sont un peu moralement difficiles à résoudre, et donc j'aime particulièrement ces tables aléatoires de péripéties parce que rien que ça, cumulé avec la mécanique du GT, ça peut te faire plein d'histoires vraiment très très facilement et tout. Donc après le côté on vous donne des quêtes et pour lier un peu le tout, mais finalement c'est surtout les tables aléatoires de péripéties qui font le taf. C'est vraiment là par là où l'univers va arriver. On va avoir les scènes les plus folles, les plus poétiques. C'est par
par ces tablateurs de péripéties, et grosso modo ça va reprendre c'est un peu un jeu c'est un peu mon jeu de fantasy total quoi. Ça va reprendre les tropes génériques que tu as dans les scénarios de Donjons et Dragons ou dans les scénarios de jeux de rôle habituels quoi, et on va rajouter aussi beaucoup des tropes un peu plus dramatiques, shakespeariens, et puis des tropes aussi un peu plus poétiques, contemplatifs et tout. Donc il y a une palette émotionnelle, une palette de situations qui est vraiment très très large, très très ouverte quoi. Et ce qui tient ensemble, c'est un peu l'esthétique, voilà, médiévale poétique, et puis le côté quête identitaire. Mais dans l'éventail des situations possibles, par contre, c'est très très large, quoi. Ok. Et est-ce qu'à un moment, on va quand même aller chercher pourquoi l'oubli? Est-ce qu'on découvre pourquoi? Est-ce que c'est un peu un des objectifs? Ça m'intrigue beaucoup trop. Ouais. Alors tu peux le faire. Tu peux le faire. Après, si tu veux, il n'y a pas dans le jeu, il n'y a pas forcément. Tu peux le faire et c'est même amené par certains tropes parce qu'il y a on va avoir des quêtes qui peuvent être vraiment entre guillemets sur des quêtes un peu game changer où vraiment quelqu'un veut enquêter sur vraiment un mystère du monde ou changer totalement le monde. Donc tu vas monter de niveau, tu as ces capacités aussi d'aller débloquer voilà les secrets de l'univers. Après, il y a des topos sur l'oubli, il y a un topo général dans le jeu, mais ça reste un jeu procédural et un jeu où en fait la MJ va faire beaucoup s'approprier et tout. Et donc en fonction de ta MJ, ça va pas forcément être les mêmes révélations de pourquoi il y a eu l'oubli, pourquoi ça existe. Quoi. Peut-être que certains vont dire non en fait il n'y a pas d'explication, on sait pas pourquoi. Peut-être que quelqu'un d'autre va dire en fait il y a un seigneur sorcier qui a fait un malice. Ça va varier en fonction des tables en fait. Ok, moi je veux qu'il y ait une raison. Et du coup tu parlais du MJ, est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision de son rôle? Le MJ s'appelle comment? Ça s'appelle Confidence. On l'a appelé comme ça pour donner un côté un peu intime en fait à son aspect de maîtrise. MJ a un rôle, Confidence a un peu un rôle d'arbitre, hein, c'est-à-dire l'arbitre, c'est comment on appelait le MJ dans les jeux old school. Hein. D'accord. Et donc l'arbitre, être MJ arbitre, c'est une façon de maîtriser qui est, l'arbitre n'est pas là pour raconter une histoire. L'arbitre est là pour proposer des défis, des épreuves, et pour entre guillemets pour évaluer en fonction du roleplay des personnages, en fonction de aussi de leur chancauder, hein, mais en fonction des idées, d'initiatives des joueuses. Et MJ est là pour évaluer si ça réussit, si ça échoue, quel impact les actions des personnages ont sur le monde, quoi. Et donc grosso modo, on a vraiment une MJ qui est là pour faire un peu la réaction chimique entre la génération procédurale du monde et des situations et les joueuses, quoi. Donc c'est pas une MJ qui est là pour dérouler un scénario dirigiste. Et aussi je l'appelais Confidence dans le sens où on va être beaucoup à l'écoute des états d'âme, des marches-branches, hein, parce qu'il y a ce côté un peu découverte de soi. Ils vont se poser au début c'est vraiment des pages blanches, y compris d'un point de vue quelque part philosophique, moral, quoi. Ils savent pas il n'y a pas de système d'alignement de marche-branche. Donc au début tu ne sais pas en fait quelle est la moralité de ton personnage, qu'est-ce qui compte pour lui et tout. Rien. Ouais, c'est ça, tu te souviens de rien, et donc t'es comme un enfant dans un corps d'adulte, et Confidence va être là pour t'accompagner justement dans ton personnage qui va grandir, qui va réagir au monde, qui va développer une sensibilité, et voilà, on est là un peu pour être à l'écoute de ça, permettre ça, et puis l'accompagner, quoi. Ok.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des personnages jouables dans le jeu? Qu'est-ce qu'on peut incarner? Ouais, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, il y a quatre vocations, donc qui sont les voyageurs, voyageuses, les artisans, artisanes. Il y a les saltimbanques et puis les mages. Donc voilà, c'est les quatre classes archétypales. Alors, quand t'es niveau 0, faut pas espérer faire une boule de feu, tu fais vraiment des toutes petites magies, quoi. Mais quand tu es au niveau 6, tu fais des trucs ultra bourrins. Donc, ouais, les mages au niveau 6, ils font des trucs vraiment de dingue, quoi. Et tu vas beaucoup différencier les personnages aussi, surtout sur il y a cette notion de handicap. Si tu peux avoir un handicap, ça va pas mal différencier les personnages des autres. Sur l'âge, en fait, est-ce que t'es un enfant, un vieillard ou une personne adulte ou adolescente, et aussi beaucoup sur l'espèce, puisque tu vas pouvoir jouer des humains, et tu vas pouvoir jouer des membres d'autres peuples sentients de marche-branche, quoi. Donc vraiment, il y a les goupils qui sont des hommes renards, des gobelins renards, tu vois, un petit peu filous. T'as les grours qui sont des ours intelligents, tu vois, ils sont super forts, mais ils sont un peu pâteaux, un peu naïfs. Il y a les corax qui sont des change-formes hommes corbeaux qui sont super un peu goth, un peu mystiques en même temps. T'as les change-formes. Eux, ils n'ont pas d'identité personnelle, tu vois, c'est des blobs et qui peuvent prendre l'apparence de n'importe qui. T'as les hors-saints qui sont en train de devenir des hors-là. T'as les féeriques. Et donc ça, c'est vrai que ton choix d'espèce va forcément énormément teinter ton roleplay, quoi. Ok. Et comment ça se passe, ces profils de mages, saltimbanques, artisans et voyageurs, si on a perdu la mémoire, comment on le sait, comment on aborde la chose? C'est viscéral, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu sais faire. Après, est-ce que ça te définit? Ce sera à toi de voir, parce qu'en plus, du coup, chaque vocation te donne accès en fait à 6 compétences qui vont un petit peu détailler, quoi. T'as des domaines de prédilection qui vont encore un peu plus détailler l'éventail de tes savoir-vivre, tes savoir-faire, quoi. Et puis, quand tu progresses de niveau, tu vas gagner des nouvelles compétences. Mais en fait, en réalité, ça s'appelle ça les talents cachés. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas comprendre que les compétences que tu gagnes en montant de niveau, c'est pas quelque chose que tu viens d'apprendre, c'est quelque chose dont tu te rappelles. D'accord. Tu vas débloquer comme ça ces talents cachés au fur et à mesure, et ça va redessiner qui tu étais avant, en fait, avant l'amnésie. Et si le nouveau moi, il correspond plus à l'ancien? Ça, c'est à toi d'interroger, en fait, effectivement, si tu... Comment généralement, il y a un peu correspondance. Au niveau des talents cachés, il y a un petit peu correspondance, si tu veux, parce que c'est quand même toi, en tant que joueuse, qui va choisir ton talent caché. Et donc, généralement, tu vas être un petit peu pragmatique et tu vas prendre un talent caché que tu as envie d'utiliser, quoi. J'ai rarement vu je prends un talent caché, mais en fait, je m'y reconnais pas. C'est un truc que je veux plus faire, tu vois. Ça pourrait être intéressant, ceci dit. Par contre, là, on va avoir plus le truc de... je me reconnais pas, j'assume pas qui j'étais, d'un côté des souvenirs. En fait, quand tu accomplis une quête, tu gagnes un souvenir sous forme d'une carte de tarot, du tarot de Marseille. Et en fait, si tu tires le tarot à l'endroit, c'est toi, en tant que narrateur, au niveau du partage de narration, c'est toi joueuse qui peut raconter le souvenir. Donc tu vas pouvoir raconter quelque chose où ton personnage a le beau rôle, ou en tout cas il est dans la cohérence de ce que tu imaginais pour ton perso. Mais si tu tires la carte à l'envers, eh bien c'est confidence qui va raconter le souvenir. Et donc déjà confidence, elle peut raconter un souvenir dans lequel tu n'as pas le beau rôle. Ou tout simplement, elle va forcément, en tout cas, raconter un souvenir que toi t'aurais pas anticipé et qui peut être très dissonant ou très divergent de l'image que tu te faisais de qui tu étais avant et tout. Et donc, c'est à toi, tu vas découvrir que tu étais marié, tu vas découvrir qu'avant tu as fait du banditisme, tu vas découvrir qu'avant tu possédais un château, mon Dieu, j'étais une mauvaise personne, tu avais des amis que tu as trahis, ainsi de suite. Et voilà. Et comment est-ce que tu refuses en fait cet aspect-là de ton passé, tu dis bon tant pis, c'est derrière moi, je l'assume pas, ou est-ce qu'au contraire
tu considères que ça te définit et que tu vas agir en cohérence avec ton passé, reproduire des schémas de ton passé. Est-ce que tu vas essayer de retourner voir les personnes dont tu te souvenais et tout, pour savoir comment ils ou elles sont devenus. Par exemple, ça me fait penser, j'en fais un petit peu parce que je sais pas si j'ai le droit de dire que j'ai lu les questions à l'avance. J'ai le droit de le dire. Oui, tu peux. Oui. Ouais, j'en fais un petit peu parce qu'il y avait une question, c'était, tu demandes souvent une anecdote en fait de jeu qui m'a marqué. Et je voulais en raconter une, c'est justement sur ce côté, on découvre notre mémoire et tout. Et que il y a un moment, il y a un marque-branche comme ça, donc lors d'une partie, eh bien en fait, par le biais d'un tarot de souvenirs, il comprend que jadis, il a été en couple avec une femme qui s'appelle Sable, et du coup, il a l'occasion d'aller la retrouver. Il a l'occasion de la retrouver. Et donc, il la retrouve en fait, et puis vraiment les retrouvailles sont très très émouvantes et tout. Lui, si tu veux, son amour revient tout de suite. Il dit voilà, c'était la femme de ma vie, on s'est perdu de vue parce que voilà, l'oubli et compagnie. Mais voilà, le crush revient tout de suite pour lui. Et puis elle aussi, visiblement, elle est trop heureuse de se retrouver. Sauf qu'il se rend compte que c'est pas la vraie Sable. Enfin, la femme qu'il a rencontrée. En fait, c'est un gobelin chouette, qui est métamorphe. Et qui est un peu en mode, les gobelins chouettes, grosso modo, quand ils croisent des humains, ils vont imiter une personne de leur mémoire, tu vois, et puis ils vont reproduire un schéma comme ça. Et donc ils comprennent que c'est ça des factices. Et c'est même pas fourbe en fait, c'est un peu mécanique, tu vois. Ils font ça, tu vois, ils se posent pas de questions. C'est même pas pour être méchants en fait. C'est juste que c'est leur interaction sociale avec les humains, c'est ça. Ils se métamorphosent en personne de leur souvenir, quoi. Et du coup, il comprend que les sentiments de cette Sable, elle est fausse, et ses sentiments sont sincères mais faux en fait. C'est un peu que c'est un robot en quelque sorte, quoi. C'est un robot programmé pour l'aimer, quoi. Et donc, par ailleurs, il va retrouver la vraie Sable, la vraie de vraie. Est-ce qu'il retombe amoureux ? Elle se rappelle pas de lui. Elle se rappelle pas de lui. Et pour le moment, c'est des étrangers un peu l'un à l'autre, et il y a pas ce côté recoup de foudre immédiat, tu vois. Du coup, il a une espèce de choix de est-ce qu'il va retourner vers la gobeline chouette, et puis du coup, il sait qu'avec elle, il peut vivre une histoire d'amour parce que elle l'aime et tout, mais en fait, elle est fausse, elle est mécanique. C'est une sorte de projection de son inconscient en fait, ou est-ce qu'il va aller vers la vraie, qui ne se rappelle pas de lui, et que peut-être en fait ça va pas être possible de refaire une histoire d'amour, tu vois. Peut-être que cette fois-ci elle sera plus intéressée, quoi. Et donc dans l'histoire, je sais pas si tu veux savoir ce qu'il a choisi. Oui, je veux savoir qu'est-ce qu'il a choisi. Est-ce qu'il a choisi l'illusion ou Alors bon, il a réfléchi, il a beaucoup réfléchi, et il a choisi d'aller vers la vraie en fait, et quitte à se prendre un râteau, hein, possiblement, quoi. Quitte à se prendre un râteau, mais il n'a pas voulu, il n'a pas voulu aller avec la fausse Sable. C'est triste. Mais du coup, t'as parlé d'un tarot, donc du coup, on joue avec des dés, une table aléatoire et un jeu de tarot. On a fait le tour, il y a encore d'autres choses. Tu peux, t'es pas obligé. C'est bien. Je pense que c'est bien d'avoir effectivement avec soi un tarot de Marseille, surtout les arcanes majeurs, qui sont les plus faciles à interpréter en fait. Hein. Parce que bon, quand t'as un 5 de coupe pour essayer de dire ce que ça signifie, moi je mets une petite grille de lecture, mais c'est quand même pas simple, donc je vous conseille de surtout utiliser les arcanes majeures, plus facile à interpréter. Bon t'as l'impératrice, tu t'imagines une petite histoire, quoi, avec ça, quoi. Mais t'es pas obligé d'avoir un jeu physique avec toi, parce que de toute façon t'as des tirages d'arcanes dans la table aléatoire. D'accord. T'as des tirages de tarot, t'as aussi la version numérique. Ça c'est important que je précise, c'est que tout l'émulateur de MJ, il est aussi présent en version numérique, où tu peux faire tes tirages aléatoires comme ça en un simple clic. T'as aussi des collections, c'est-à-dire que tu peux créer un personnage en un clic, t'as ton personnage tout fait, alors que si je veux... Voilà, donc ça peut... T'as ce compagnon-là numérique qui peut être pratique. Où est-ce qu'on le trouve, ce compagnon numérique?
Alors, toutes les ressources de Marchebranche sont trouvables sur la page sur la page du jeu, blog. Ok. Mais concrètement, la version numérique, en fait, elle est sur un site qui s'appelle Chartopia, qui est en fait un site ou une librairie de tables aléatoires. Et donc, j'ai bricolé comme ça mon émulateur de Emily sur ce site-là, quoi. Ok, c'est cool. Du coup, on va passer au conseil anecdote. Donc, on a déjà eu une belle anecdote. Mais quel conseil tu donnerais pour bien s'imprégner de l'univers et de l'ambiance du jeu de Marchebranche? Se refaire tous les Miyazaki? Ouais, ça, je pense que ça peut être un bon départ, mais je pense que lisez La Malédiction de cette boule verte. Hein, je pense que vous serez content de la découverte aussi. Bon bah, il y a plein de conseils déjà dans le jeu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller lire les comptes rendus de partie, écouter les actual plays. Il y a pas mal d'actual plays. C'est-à-dire que moi j'ai fait beaucoup d'actual plays au début du développement du jeu. Et puis là on en refait, tu vois, comme le jeu sort, on en refait pas mal aussi. Donc ça va aider. Tu peux aussi, là je sors actuellement des scénarios illustrés. Donc voilà, dans une ambiance un petit peu mignonne, un petit peu amateur. Donc ça peut aider aussi si on n'est pas à l'aise avec l'émulateur d'Emily. Il y a quand même des scénarios un peu plus classiques. Et on trouve tout ça sur ton site, hein, c'est ça? Ouais. Alors là, si je devais te donner un conseil comme ça, qui n'est pas dans le bouquin, c'est grosso modo, laisse parler ton âme d'enfant, quoi. Dis-toi, vas-y, je suis enfant, ado, je découvre le jeu de rôle, mais des petites touches de noirceur quand même. C'est-à-dire que voilà, derrière ce monde qui est en façade un peu très naïf, très premier degré, eh ben il y a des drames, il y a de la tristesse, il y a des malheurs et tout. Et en fait, on peut assez rapidement déboucher sur des choses plus adultes. Et c'est un jeu qui peut facilement faire, voilà, c'est un jeu en clair-obscur, quoi. Et donc ça peut être intéressant, de développer un peu des PNJ qui sont comme ça mignons de prime abord, mais qui en fait ont des histoires un peu bressons derrière eux et tout. Voilà, c'est très mon conseil, quoi. Et moi ça me hype un peu. Beaucoup. Bref. C'est quoi ton élément préféré dans le jeu? En finalité, et qu'est-ce que tu as préféré faire aussi? Ouais. Créer deux choses. Ouais. Alors, j'ai déjà un peu évoqué, mais grosso modo, mon élément préféré du jeu, c'est... il y a les tables de péripéties. Je suis vraiment très content de tout ce qui est proposé parce que ça donne une grande gamme. Et puis je pense avoir réussi en fait. Les péripéties sont proposées en une ligne, mais c'est très condensé, très puissant et ça donne très vite beaucoup d'idées. Et après, l'autre élément dont je suis content, c'est la mécanique de dés, dans le sens où en fait, donc c'est un D6 et le seuil de réussite il va de 1 à 4. En fait, pour le faire augmenter, il faut faire augmenter le nombre de marches-branches qui sont impliquées dans l'action. Donc ça, l'idée c'est de vraiment aller sur du jeu collectif. Et donc du coup, chacun, dès qu'il y a une action, pour maximiser ses deux réussites, c'est vraiment l'union fait la force. Il y a aucun autre bonus. Il n'y a pas de bonus collectif, au roleplay. Collectif. Pour que chaque marche-branche puisse dire qu'est-ce que je fais moi pour aider dans la situation. Et l'avantage, c'est que c'est une mécanique qui permet assez organiquement de distribuer la parole même aux plus timides, tu vois. C'est-à-dire que même s'il y a une joueuse qui parle pas beaucoup parce qu'elle est timide ou parce qu'on la laisse pas parler, hein, ça peut arriver malheureusement. De toute façon, il y a quand même un moment où on va avoir besoin d'elle, quoi, parce que on a besoin d'augmenter le seuil des réussites. Et donc ça c'est bien parce que c'est pas un truc où on doit réfléchir, de dire oui, il faut faire tourner la parole, tout ça, machin, il faut être attentif. Mais bien sûr, il faut l'être. Ça intègre tout le monde. En règle générale. Et là, t'as un point de mécanique tout simple et qui oblige quand même vraiment à se concentrer sur faire participer tout le monde, quoi. Ok. C'est quoi? On arrive sur la fin. On va parler de l'actu du jeu. Alors, où est-ce qu'on peut trouver Marchebranche en ce moment? Où est-ce que ça en est avec l'éditeur? Eh bien,
commande est faite à l'imprimeur, quoi. Oh. Et donc, je peux pas te dire la date exacte, mais normalement, ça va être, c'est livré au mois de juin, quoi. Livré au mois de juin. Donc, et on va trouver ça où, dans les librairies Ça va être effectivement, donc Dystopia, c'est dans leur ADN de travailler avec les librairies, parce qu'à la base c'est un éditeur de romans SF. Donc ça, c'est assez intéressant de se déployer vers la librairie, quoi. Parce que voilà, pour le côté littérature, ça me plaît bien de reconnaître le leader comme littérature. Et tu vas l'avoir dans certaines boutiques. Je n'ai pas la liste des boutiques où ça va être. Je suis à peu près sûr que ça va être à Philibert, mais je sais pas où ailleurs, quoi. Okay. On peut le commander sur le site de Dystopia ou pas? Mais ce sera commandable sur le site de Dystopia, tout à fait. Et puis, je pense que de toute façon, il y a des choses que si tu vas dans une librairie, même s'ils l'ont pas en rayon, si tu demandes, ils peuvent commander facilement, quoi. Oui. Ok. Donc, si vous voulez faire fonctionner les librairies, ça va fonctionner. Faut consommer local, les gens. Est-ce que tu as prévu de te rendre à des conventions ou des événements prochainement, toi ou quelqu'un de l'équipe du jeu Marche-Branche? Ouais, alors en ce qui me concerne, je serai à la convention, c'est fin août. J'aimerais bien aller à Westurland ce week-end, mais ce sera sûrement en dilettante et tout. Il n'est pas dit que j'anime un jeu. Ouais, voilà, en visiteur. C'est bien aussi. Hein. Mais si vous reconnaissez ma tête, vous pouvez venir me parler, il n'y a pas de souci. Et je serai certainement au Utopia à Nantes, donc là autour de la Toussaint. Le rayon alternatif, donc qui est la boutique un peu de jeux de rôle indépendants, Paul Press, où il y aura Marche-Branche, ils vont être présents aussi à la Curvention. J'ai fait Octogone aussi. Et je pense que je crois que Eugénie nous a chuchoté qu'il y avait un rendez-vous à la librairie du Dragon Rêveur à Laon le 6 juillet avec plein d'auteurs et autrices alternatifs un peu foufou. Tout à fait. Ouais. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un tour. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager avant de terminer? Bah, écoute, je pense que c'est déjà pas mal. Merci pour ton intérêt. Merci au chat. Et puis voilà. Donc il y aura des actus encore pour Marche-Branche. Il y aura probablement d'autres scénarios qui vont sortir et puis des actuels plays et tout. Alors, en tout cas, il y en aura un sur ma chaîne. Un petit peu de suivi, quoi. Eh ben, ce sera avec plaisir, oui. Et oui. Du coup, on se retrouvera, je pense que ce sera courant juin, certainement. Et on pourra faire une démo du jeu. Donc, n'hésitez pas à venir voir cette actual play prochainement. Du coup, et puis, bonne soirée à tous. Et on se retrouve à KB pour les autres. Ciao!